Bonjour Madame Guillaume. Bonjour. Ma première question est sur le règlement de Dublin, qui est un texte qui s'applique à tous les États européens. Il fixe qu'un seul État est responsable de la demande d'asile selon des critères bien définis. Ce programme a montré néanmoins des limites flagrantes. Il concentre la pression migratoire sur des pays comme Malte, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne. Il repose sur un principe de responsabilité et non de solidarité. Surtout, il ne tient pas compte de la volonté des personnes demandeuses d'asile. Si Madame Hidalgo est élue, que proposera-t-elle pour réformer ce règlement et instaurer un système de solidarité entre États respectueux de la volonté des individus et de la singularité des parcours des personnes demandeuses d'asile? Merci et merci de m'accueillir. Je suis ravie de participer à cette audition. Et je suis ravie de commencer par ce point particulier qui est, selon moi, et j'ai effectivement ce regard de députée européenne, un point absolument central, puisque le principe de démarrage, selon moi, du règlement Dublin est un principe qui voudrait que tous les systèmes d'asile dans l'Union européenne soient similaires. Or, ils ne le sont pas. Et donc, cette clé de voûte pour tous les autres textes qui entourent ce concept-là, évidemment, sont impactés par cette défaillance. Vous l'avez indiqué, on pourrait dire à la fois que c'est sur le traitement de la personne qui est donc par le pays de première entrée, mais c'est ce principe même là qui effectivement est défaillant, puisque les gens n'entrent pas par n'importe quel endroit de l'Union européenne. En plus de cela, ça génère aussi des renvois entre les pays, qui sont d'ailleurs pas très bien traités, ils ne sont pas forcément très nombreux. C'est long, ça fait des mouvements secondaires pour les personnes, c'est pas très lisible pour quiconque. Et surtout, je trouve que cela envoie les personnes demandeuses d'asile dans des limbes dont elles ne sortent pas. Il avait été annoncé au plan européen la fin du règlement Dublin. Bon, finalement, si j'ai bien compris, il est réintroduit par un autre intermédiaire avec une sorte de truc un peu curieux où il s'est présenté comme un des critères, mais derrière d'autres critères qui permettraient justement d'exprimer quel est l'État membre responsable du demandeur d'asile. Et donc, il y aurait d'autres critères, comme le fait d'être mineur, d'avoir des membres de la famille qui sont déjà réfugiés dans tel ou tel endroit, et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est déjà le cas. Et que ce critère de pays de première entrée, il est déjà derrière d'autres critères, parmi d'autres critères, sauf que c'est celui-ci que les États membres utilisent en priorité. Évidemment, il préfère appliquer ce critère plutôt qu'un autre. Donc, il n'y a globalement pas vraiment de changement, sauf une modification quand même qui aggrave les choses, puisque, si j'ai bien lu aussi ces textes-là, il y a la possibilité, pardon du terme avec guillemets, de dubliner pendant 3 ans, alors que c'est de mémoire 1 an, peut-être 18 mois s'il y a une fuite à l'heure actuelle. Donc, et plus une notification qui permet de faire des transferts de personnes dublinées encore plus vite. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution. Et ma position est claire, enfin la position de la candidate est claire, c'est de supprimer le règlement Dublin. Sachant que pour ceux qui regardent cela de façon plus précise, le Parlement européen a fait un travail préalable il y a maintenant près de 5 ans qui permet d'une certaine manière d'éviter ce critère-là et d'avoir un système de relocalisation permanent, automatique et sans seuil, au terme duquel il y aurait une relocalisation en fonction de liens significatifs. Ça peut être d'avoir fait des études dans un État membre à un moment donné, d'avoir de la famille. En fait, on pourrait avoir une sorte d'autres façons de procéder qui ne reposent pas sur le concept de pays de première entrée. Je passe peut-être sur certains détails, mais aussi s'il n'y a pas de lien, on peut aussi utiliser une autre formule avec un coefficient, un mécanisme correcteur qui permettent d'affecter aux États membres un pourcentage ou des personnes dont le dossier doit être traité. Et je regarde, mais je dirais peut-être un mot à la fin dans ma carte blanche, je constate quand même que cette question du règlement Dublin 3, dont on nous dit c'est incontournable, d'ailleurs ça sort d'un côté, ça revient de l'autre côté, on est en train d'appliquer la directive protection temporaire pour les Ukrainiens. Dans cette directive, ce concept saute complètement. Il n'y a pas d'obligation les personnes peuvent bouger, peuvent faire des mouvements secondaires, donc on voit bien qu'on peut se passer de ce type de choses et que ça ne fait pas bondir les représentants des États membres. Très bien. Merci beaucoup, madame.
pour ces précisions. Je vais passer à la deuxième question. Donc, je ne sais pas si j'ai précisé, mais donc on est contre. Voilà. Oui, je crois que c'était assez clair, mais je vous laisse le redire si vous voulez. Voilà, Vous êtes je le dis formellement, nous sommes contre. Il n'est pas bien celui-là? D'accord, ok. Du coup, vous pouvez le répéter si vous êtes contre. Oui, nous sommes contre. Très bien. Et nous voulons substituer autre chose. Alors, la deuxième question, elle va porter sur la question des mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes âgés de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d'origine et qui ne sont pas accompagnés d'adultes qui exercent l'autorité parentale. En 2020, sur les 200 000 enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, 10 000 d'entre eux étaient des MNA. La défenseure des droits nous rappelle que tout jeune qui se présente comme mineur et isolé est un enfant à protéger. Or, la difficulté réside aujourd'hui sur la reconnaissance du statut de mineur. Pour Madame Hidalgo, qu'est-ce qui doit être mis en place pour garantir une prise en charge des MNA, les mineurs non accompagnés, dès leur arrivée en France ? Alors, je vais là aussi jouer de ma petite casquette députée européenne pour faire l'aller-retour entre les deux situations. Une situation nationale que je connais un peu moins bien que l'autre, mais sur laquelle je vais quand même dire un certain nombre de choses. D'abord, pour dire que ce que je trouve frappant quand on aborde la question des mineurs isolés, c'est de considérer qu'ils sont d'abord des migrants avant d'être des mineurs. Et de mon point de vue, en fait, on devrait inverser ce regard, changer ce regard et partir du point de vue qu'ils sont d'abord des mineurs. Deuxièmement, je trouve qu'il y a le système de prise en charge en France, en tout cas, repose beaucoup sur les départements. Repose sur les départements, tout court. Et évidemment, certains départements, soit considèrent qu'ils sont moins bien lotis que d'autres, soit pour certains autres aussi moins de volonté politique d'accueillir ces mineurs. Et donc je trouve que ça n'est pas très... Il y aurait sûrement à trouver une formule un peu plus intéressante et un peu plus générale, plus harmonieuse et plus fluide que de se poser, alors certes évidemment sur les systèmes de l'ASE, mais peut-être avec une autre formule à inventer ou un autre strate à utiliser. Ensuite, vis-à-vis de... J'imagine que votre question faisait un peu référence aussi à la question de la détermination de l'âge et des méthodes pour la déterminer. Donc, de ce point de vue, ma réponse est évidemment aussi extrêmement claire, puisque je considère que la question des tests osseux est une vraie problématique dont il faut se débarrasser absolument. Donc, moi, je considère qu'il faut une présomption de minorité, quitte, s'il y a un doute, à avoir une forme d'évaluation qu'on qualifiera social, enfin en tout cas quelque chose de ce style. Ensuite, ce que je trouve dans ce domaine-là à améliorer et d'urgence, c'est la régularisation des jeunes quand justement ils ne sont plus des mineurs. Sachant que ce sont souvent des jeunes qui se sont formés, qui se sont intégrés, qui sont dans la société d'accueil. Et je me suis intéressée au cas de plusieurs d'entre eux, et il n'est pas normal d'atteindre des extrémités comme des grèves de la faim ou comme des passages à l'acte de ce style pour faire en sorte que ces jeunes soient régularisés. Donc il faut anticiper sur leur situation et leur permettre une régularisation et évidemment avoir cet accès fondamental à l'éducation, quitte à développer aussi des formules de mentorat auxquelles je tiens beaucoup. Là où je fais la référence sur le plan européen, c'est que là, pour le coup, les choses sont beaucoup plus claires et très fixées, puisque la priorité et les dispositions initiales est de considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre chose. Et ça, dans tous les textes européens, on n'est pas toujours très clair et absolument straight, mais là, sur ça, c'est vraiment absolument clair. Et aucune décision ne peut être prise sans une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'ailleurs, on a demandé, c'est le cas de mon groupe et des groupes qui constituent une partie de l'hémicycle au Parlement européen, la suppression totale dans l'Union européenne des tests osseux. Et surtout, dernière chose, peut-être je suis un peu longue, je n'ai pas pris de pendule, donc j'en sais rien, je ne sais pas où j'en suis. Il y a une autre chose sur laquelle j'attire votre attention, qui est encore plus, j'allais dire, tordue, en tout cas perverse, c'est que je vois poindre dans un certain nombre de propositions de la Commission, là, une différenciation qui n'est pas sur l'âge de 18 ans, mais de 12. Donc j'attire quand même votre attention là-dessus, sur cette limite d'âge qui m'apparaît
totalement délirante, pour ne pas dire d'autres mots plus violents que celui-ci. Dernier mot sur la détention des mineurs, elle est absolument proscrite pour ce qui nous concerne. Vous pouvez nous apporter des précisions sur la question des 12 ans, s'il vous plaît? Oui, il y a un certain nombre de textes, notamment sur la question du regroupement, pas du regroupement familial, mais la capacité dans l'accueil des personnes, mais notamment dans les nouveaux textes du pacte asile-migration, qui descendent l'âge où il faut notamment prendre des empreintes, où on peut avoir recours à un certain nombre de procédures. Donc j'attire votre attention sur ce sujet. C'est un terrain de lutte. Très bien, et merci beaucoup. Et dernière question avant votre carte blanche. Celle-ci va porter spécifiquement sur le programme de la candidate Anne Hidalgo. En 2022, le dispositif national d'accueil devrait compter 50 000 places dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA. Ces logements sont principalement situés en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la région Grand Est. Ce parc de logements ne permet d'héberger qu'une personne demandeuse d'asile sur 2. Ici, je me réfère au schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Ma question est donc la suivante. Dans son programme, Madame Hidalgo souhaite, et je cite à nouveau, un accueil digne avec une répartition équilibrée sur tout le territoire. Comment cela se traduirait-il concrètement ? De la même manière où il y a une disparité sur l'accueil des mineurs, de façon générale, on ne peut pas considérer que le territoire est composé de collectivités qui sont en situation, part de leur richesse, de réagir de la même manière. Donc il faut, je crois, avoir des méthodes plus subtiles de répartition. Et j'ajoute à ce stade, peut-être que j'y reviendrai, aussi avec la possibilité des personnes de choisir, parce qu'on fait référence à cela sur les textes européens, j'en parlais au moment où je parlais du règlement Dublin, mais je pense qu'on peut avoir aussi une formule similaire s'agissant du choix des personnes. Ce problème de la disparité territoriale, elle se double en plus du fait qu'il y a une saturation dans les dispositifs. Donc clairement, il faut créer des places d'hébergement qui ne soient pas le recours à ce à quoi on assiste aussi assez fréquemment, c'est-à-dire le recours à des places d'hôtel où certes il y a de l'hébergement de première urgence, les personnes sont à l'abri, mais en matière d'accompagnement, je ne pense pas qu'on soit dans la meilleure des configurations possibles, de manière à ce que cet accompagnement soit longitudinal tout au long du parcours des personnes. Je ne vais pas sur ce terrain-là parce que je le connais mal, mais je pense que dans les DOM et TOM, c'est encore pire et que l'accès à l'hébergement est encore plus cruellement déficitaire. Donc il faut de ce point de vue, insister et agir sur la capacité de création de places. C'est curieux parce que j'avais pas tout à fait les mêmes chiffres que vous en tête. Je pensais que le chiffre que vous avez signalé vous avez dit 50 000, je pensais qu'il était passé et que alors ça devait être que des perspectives, du coup, j'en conclus, ouais, à 100 000 pour l'année 2021. Donc on est sur des perspectives. Oui. Donc c'était des perspectives qui n'ont pas été atteintes, je suppose. Donc il faut combler cette perspective et faire en sorte effectivement qu'on puisse accueillir les personnes correctement. Je voulais peut-être ajouter aussi une chose, c'est qu'il y a effectivement l'entrée dans le DNA, mais il faut aussi avoir un regard sur la saturation du dispositif, qui est sans doute aussi peut-être liée aux difficultés des sorties. Et donc, je crois qu'il faudrait également avoir un dispositif plus efficace pour permettre aux personnes qui doivent sortir de ce dispositif d'avoir des solutions pérennes juste derrière leur sortie. J'ajoute, mais c'est ma petite touche personnelle, que si on pouvait avoir des arrivées qui soient plus prévisibles, c'est-à-dire avec des voies légales et sécurisées d'accès au territoire, ça empêcherait probablement d'avoir une forme de difficulté d'accès. Est-ce qu'on peut vous demander une précision sur cette dernière question ? Ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est que l'exercice de la répartition territoriale est extrêmement complexe. La plupart du temps, il ne fonctionne pas. Comment allez-vous arriver à contourner ou forcer, ou peut-être par une autre forme de créativité, à trouver une solution à cette impossibilité de la répartition territoriale? Oui, mais vous assimilez le fait que ça ne fonctionne pas à quoi précisément?
Je vais reprendre votre introduction. Le fait de laisser le choix aux personnes, si la personne ne souhaite pas aller dans un territoire donné. Mais je pense que le fait que ça ne fonctionne pas n'est pas seulement le fait de la personne. Effectivement, quand vous avez une collectivité ou une métropole avec des ressources, c'est vrai qu'on peut concevoir que c'est plus facile, d'une certaine manière, d'aller en Île-de-France, d'aller à Lyon ou d'aller dans les grandes métropoles, parce qu'on sait qu'il y a le secteur associatif qui est là pour venir en aide, pour être dans l'accompagnement. Mais voilà, on peut aussi avoir des communautés plus petites, des tailles de villes d'accueil beaucoup plus petites, avec un tissu qui est plus solidaire, plus resserré, mais qui aussi rend la qualité de l'accueil aussi meilleure. Donc je ne sais pas si on peut forcer les personnes. En tout cas, la capacité de montrer que la diversité de l'accueil, ça existe, et qu'on peut avoir un choix, soit de proximité, soit quelque chose de plus solidaire et de plus resserré autour de soi. Enfin, je pense qu'on peut faire. Je pense que la France est capable de faire ce travail aussi de présentation, et peut-être que ça serait une nouvelle façon de voir les choses. Merci. Il vous reste 5 pleines minutes pour conclure. Quand je viendrai à vos côtés, il vous restera 30 secondes. Très bien, merci beaucoup. J'ai en fait 2 messages à transmettre dans cette carte blanche que j'ai choisie. Le premier, il est sur les conditions de cette campagne, mais il faut que j'élargisse au-delà de cette campagne. Je crois qu'il faut que nous soyons tous les progressistes, allez, au sens un peu vague du terme, conscients que nous devons faire baisser le degré d'hystérisation du débat politique s'agissant de la migration et de l'asile. Je veux dire, ça n'est plus possible d'être dans une configuration telle qu'on est maintenant, avec des gens qui balancent des petits morceaux de phrases hystérisés et violents, pour lesquels il faut que nous tous, je me mets dans cette communauté ici, dans cette pièce, sur lesquels il faut que nous lancions dans des explications qui ne sont jamais entendues, qui demandent beaucoup de temps, alors qu'une petite phrase sur Internet fait énormément de dégâts sur les questions d'asile et de migration. Donc, je voudrais qu'on en termine sur le concours de l'épine de la solution avec des guillemets, la plus infaisable, la plus extrême, la plus nationale, la plus défensive, et quelquefois les 4 en même temps. Donc il faut qu'on puisse s'attaquer à ça, et vraiment, ça va nous demander un peu d'énergie, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se situe dans ce registre. Et le deuxième message que je voulais faire passer, c'était attirer votre attention sur quelque chose qui montre que être accueillant, c'est possible, puisque la directive sur la protection temporaire a été enfin appliquée s'agissant des Ukrainiens qui sortent d'Ukraine. Alors, je me félicite, je vois le verre à moitié plein, avec un engagement qui est bienvenu, avec une concentration d'effets positifs et très protecteurs s'agissant des Ukrainiens. Le fait aussi, j'en ai dit un mot, que cette directive permette de faire sauter ce concept, permette les mouvements secondaires. Mais tout n'est pas rose bonbon dans cette affaire quand même, donc il faudra y être attentif, puisque c'est seulement la première fois depuis 20 ans que cette directive est ouverte, et que je pense à titre personnel qu'elle aurait pu être appliquée aux Syriens, aux Afghans et à plein d'autres personnes antérieurement. Et puis surtout, il y a quelques concessions qui ont été, de mon point de vue, octroyées vis-à-vis d'un certain nombre d'États membres sur l'accueil des ressortissants, qui permettent d'écarter l'accueil des ressortissants de pays tiers non ukrainiens, qui est devenu facultatif. Qui est facultatif, pardon. Donc, comme il n'y a pas de demande de répartition par ces pays de première entrée auprès des autres États membres, j'ai juste ce regard qui dit qu'il ne faudrait pas que ceci serve de chantage pour l'avenir, où la Pologne, je prends le pays tout à fait au hasard, la Hongrie, un peu moins parce qu'ils accueillent moins de monde, ou bien la Roumanie, mais je me concentre quand même sur la Pologne, viennent nous dire demain que finalement, s'il y a une autre vague de personnes, ils auront fait le travail et ça sera terminé, et basta. Donc ça, de ce point de vue, je crois qu'il faut qu'on y soit très, très attentif. Et la deuxième partie, c'est aussi les contreparties qui pourraient être négociées s'agissant du respect de l'état de droit, mais je n'entre pas dans les détails. Donc, pour rester tout à fait focus sur cela, il y a une vraie avancée avec la directive sur la protection temporaire, même si j'ai fait ce petit écart sur le verre à moitié vide. Mais ce qui doit nous guider maintenant, c'est comment on fait un effet cliquet.
C'est-à-dire comment on ne revient pas en arrière par rapport à la démonstration qu'une autre façon de faire s'agissant de l'accueil, une autre façon de faire s'agissant d'une meilleure répartition et une meilleure prise en charge qui permet d'avoir immédiatement une attestation de séjour, une allocation de demandeurs d'asile, d'avoir l'accès à l'emploi immédiatement, d'avoir l'accès au logement, d'avoir l'accès à l'éducation, à la santé. Tout ceci, dans le meilleur des cas, rassemblé dans un accueil unique dans les préfectures et avec le secteur associatif. Donc on montre là que c'est possible. Et je voudrais qu'on ne revienne pas en arrière demain. Moi, je m'y attacherai comme députée européenne pendant encore le temps qu'il me reste. Et j'espère que tous ceux qui m'accompagnent dans mon mouvement politique seront dans le même état d'esprit. Voilà. Madame Bombonneau, je vous remercie. Vous avez parlé de concours Lépine, de la solution la plus impossible. Je pense qu'il y avait une faute de frappe, mais c'est une autre question. Je laisse Imad vous raccompagner.